Ne donne pas à manger à cet infirme, sinon je te fouetterai. Sa belle-mère la fouetta et l'insulta pour avoir donné à manger à un pauvre homme infirme avec le peu de nourriture qu'elle avait. Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un mendiant inutile assis au bord de la route. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme n'était ni pauvre ni infirme. La vérité à son sujet était inimaginable. Et très bientôt, ce secret allait bouleverser la vie d'Ariba à jamais. Ariba avait 22 ans, et pourtant la vie lui avait déjà imposé de lourds fardeaux. Du vivant de son père, la maison était un havre de paix et de sécurité. C'était un homme doux, qui croyait en la justice et la bonté. Mais tout a basculé le jour de sa mort. Après son décès, Ariba a été confiée à sa belle-mère, Mamalu. Cette femme n'avait jamais vraiment accepté Ariba comme sa propre fille. Mais une fois le père d'Ariba disparu, Mamalu ne prit plus la peine de dissimuler son ressentiment. Dès lors, Ariba ne fut plus qu'une servante dans la maison. Chaque journée commençait avant l'aube. Tandis que le reste de la famille dormait paisiblement, Ariba était déjà levée. Elle balayait la cour, puisait de l'eau au puits voisin, lavait le linge et préparait le petit déjeuner. Quand Mamalu et sa fille Ajoba se réveillèrent, la plupart des tâches matinales avaient déjà été accomplies par les mains fatiguées d'Ariba. Ajoba menait une vie bien différente. Elle était fière, gâtée et paresseuse. Pendant qu'Ariba travaillait sans relâche, Ajoba passait ses journées à se faire belle et à rendre visite à ses amis. Elle aidait rarement aux tâches ménagères, et pourtant Mamalu ne cessait de la complimenter. « Regardez ma fille », disait fièrement Mamalu. « Elle sait se comporter en dame. » Puis elle se tournait vers Ariba, le regard froid. « Et toi » ajoutait-elle sèchement, « tu n'es qu'un fardeau dans cette maison. » Ariba répondait rarement. Elle avait appris que se défendre ne faisait qu'aggraver les choses. Chaque fois que quelque chose n'allait pas à la maison, la faute lui était toujours imputée. Si une assiette se cassait, Ariba était responsable. Si de l'eau se renversait, Ariba était négligent. Si le repas était terminé avant la fin, Ariba était accusé de vol. Parfois, la colère de Mamalu se manifestait physiquement. Elle giflait Ariba ou la battait avec un manche à balai pour la moindre erreur. Ajoba, souvent à proximité, observait la scène avec une satisfaction silencieuse. À certaines occasions, elle a même ajouté de fausses accusations pour aggraver la situation. Un après-midi, une voisine, Madame Ya, a entendu Ariba pleurer derrière la maison. Inquiète, elle est entrée dans la cour et a confronté Mamalu. « Pourquoi traitez-vous cette fille si durement » demanda fermement Madame Ya. « Elle travaille plus dur que quiconque ici. » Le visage de maman Lu se durcit aussitôt. « C'est ma maison » répliqua-t-elle sèchement. « La façon dont j'éduque mes enfants ne vous regarde pas ?» Puis elle se tourna vers Ariba. « Si jamais j'apprends que tu t'es encore plainte de moi auprès de qui que ce soit, m'a-t-elle averti, tu le regretteras. » Madame Ya est partie à contre-cœur. Mais Ariba avait parfaitement compris le message. Dès lors, elle garda le silence sur sa souffrance. Malgré tout, Ariba ne laissa pas la haine s'installer dans son cœur. Elle se concentrait plutôt sur sa survie au jour le jour et sur la recherche d'un moyen de subvenir à ses besoins. Une chose était claire pour elle. Si elle dépendait entièrement de Mamalu, sa vie ne changerait jamais. Elle prit donc une décision en silence. Elle trouverait son propre moyen de survivre, même si le monde entier s'était déjà retourné contre elle. Cette décision la mènerait finalement jusqu'à la petite échoppe en bord de route qui changerait son destin à jamais. Après de longs mois de souffrance en silence, Ariba prit conscience d'une chose essentielle. Si elle continuait à dépendre uniquement de Mamalu, sa vie resterait inchangée. Il lui fallait trouver un moyen de gagner sa vie, même modestement. L'idée lui est venue en observant les ouvriers qui empruntaient cette route chaque matin pour se rendre au travail. Beaucoup semblaient fatigués et affamés. Certains portaient quelques pièces de monnaie, cherchant un endroit où acheter un petit déjeuner rapide avant de reprendre leur route. Ariba y vit une opportunité. Avec les quelques économies qu'elle avait secrètement mises de côté grâce au cadeau que lui avait offert son défunt père, elle acheta une petite bouilloire, quelques tasses et du pain. Elle acquit également une simple table en bois auprès d'un menuisier qui accepta de la lui vendre à bas prix après avoir entendu son histoire. Peu après, Ariba construisit un petit étal en bord de route, non loin de sa maison. La construction était très rudimentaire. Les murs étaient faits de vieilles planches de bois et le toit de tôle rouillée. L'échoppe se trouvait sous un grand acajou, où l'on pouvait s'asseoir un instant avant de reprendre ses activités. Chaque matin, Ariba se levait avant l'aube. Pendant que Mamalu et Ajoba dormaient encore, elle préparait tranquillement le thé et coupait du pain frais. Lorsque les premiers ouvriers ont commencé à descendre la rue,
Son petit étal était déjà ouvert. Les débuts furent difficiles. Beaucoup de gens l'ignoraient car il était nouveau. Mais Hariba restait patiente et respectueuse. Chaque fois que quelqu'un passait, elle le saluait poliment. « Bonjour monsieur. »« Bonjour madame. »« Je vous en prie. » Sa voix était calme et sincère. Un matin, un chauffeur de bus nommé Kojo s'arrêta à l'échoppe. Il commanda du thé et du pain avant de commencer sa tournée. Après avoir terminé son repas, il observa attentivement Hariba. « Vous dirigez cet endroit seul ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit Hariba respectueusement. Kojo acquiesça. « Le thé est bon, » dit-il. « Je vais amener plus de chauffeurs. » Et il tint parole. Plusieurs chauffeurs commencèrent à s'arrêter à son stand tous les matins. Hariba s'est rapidement constitué un petit groupe de clients réguliers. Un instituteur du nom de Monsieur Mansa est également devenu l'un de ses clients fidèles. Il avait remarqué quelque chose d'inhabituel chez elle. Certains matins, elle servait les clients mais ne mangeait jamais rien elle-même. Un jour, il lui demanda doucement. « Vous sautez toujours le petit déjeuner ?» Hariba tenta de sourire. « Je mange plus tard, monsieur. » Monsieur Mansa ne protesta pas. Mais depuis ce jour, il payait souvent plus cher que le prix des repas. Quand Hariba tenta de lui rendre la monnaie, il se contenta de secouer la tête. « Garde-le, » disait-il. « Ta nourriture le mérite. » Bien que l'étal fût petit et les profits modestes, cette activité procurait à Hariba quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti auparavant. Un léger sentiment d'indépendance. Mais même avec sa nouvelle activité, la vie à la maison n'était pas devenue plus facile. Chaque soir, Mamalu réclamait une partie de l'argent gagné par Hariba. Si la somme était trop faible, Mamalu l'accusait de cacher de l'argent. « Ne crois pas que tu deviens riche grâce à cette petite table, » l'avertit un soir. « Tout ce que tu gagnes appartient toujours à cette maison. » Hariba remit l'argent sans discuter. Malgré la pression et l'épuisement, elle continua de travailler chaque jour. Peu à peu, son étal devint célèbre non seulement pour son thé et son pain, mais aussi pour quelque chose de bien plus précieux. La gentillesse de la jeune femme qui tenait l'échoppe. Hariba ignorait encore qu'une de ses futures clientes allait bouleverser sa vie. Peu à peu, le petit étal d'Hariba, en bord de route, était devenu un passage obligé pour de nombreux automobilistes. Les ouvriers s'arrêtaient prendre le thé avant de partir travailler. Les chauffeurs achetaient du pain avant d'entreprendre de longs trajets. Certains clients restaient même quelques minutes pour discuter avec elle, appréciant son calme et son respect. Mais tous ceux qui s'approchaient de l'étal n'étaient pas bien accueillis. Un après-midi, une silhouette étrange apparut au bord de la route. Un vieil homme assis dans un fauteuil roulant usé. Il repoussa lentement la chaise avec ses mains. Le mouvement semblait difficile et douloureux. Ses vêtements étaient déchirés et ses jambes étaient enveloppées de bandages sales. La poussière lui couvrait le visage et sa barbe semblait mal taillée. Nombreux furent ceux qui manifestèrent immédiatement du dégoût. Un groupe de conducteurs, assis non loin de là, éclata de rire en le voyant s'approcher. « Ce fou est revenu », dit l'un d'eux. Un autre secoua la tête et éloigna sa chaise. « Ne vous approchez pas », les avertit-il. « Vous allez faire fuir les clients. » Le vieil homme ne dit rien. Il continua simplement à pousser lentement son fauteuil roulant jusqu'à l'ombre de l'acajou près de l'étal d'Hariba. Hariba observa un instant en silence. Elle remarqua quelque chose qui semblait échapper aux autres. L'homme paraissait fatigué. Ses mains tremblaient légèrement à force de pousser la chaise sur la route accidentée. Au lieu de le chasser comme les autres, Hariba s'avança. « Bonjour monsieur », dit-elle poliment. Le vieil homme la regarda avec surprise. La plupart des gens évitaient de lui parler directement. « Vous pouvez vous asseoir ici », poursuivit Hariba en désignant un endroit à côté de l'étal où l'ombre était plus dense. Le vieil homme y installa lentement son fauteuil roulant. « Merci », dit-il doucement. Sa voix était calme et douce, bien différente de ce que l'on attendait de celui qu'on appelait un mendiant fou. Hariba versa une tasse de thé chaud et déposa 2 tranches de pain sur une petite assiette. Puis elle les posa devant lui. « Mangez, je vous en prie », dit-elle. Le vieil homme fixa la nourriture un instant. « Vous me donnez ça ?» demanda-t-il. « Oui », répondit simplement Hariba. Il hésita un instant avant d'accepter l'assiette. « D'habitude, on me congédie », dit-il à voix basse. Hariba esquissa un sourire. « Tout le monde mérite de manger », répondit-elle. Le vieil homme hocha lentement la tête et commença à manger. Plusieurs marchands des environs observaient la scène avec incrédulité. Une vendeuse de légumes s'est penchée vers Hariba et lui a murmuré. « Cet homme va faire fuir vos clients.
Vous ne devriez pas l'encourager. Mais Hariba a ignoré l'avertissement. Après avoir terminé son repas, le vieil homme la regarda de nouveau. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Je m'appelle Hariba, » répondit-elle. Il hocha la tête, pensif. « Vous pouvez m'appeler Monsieur Joe, » dit-il. À partir de ce jour, Monsieur Joe commença à fréquenter régulièrement l'étal d'Hariba. Il ne mendiait jamais à voix haute comme les autres mendiants de rue. Au contraire, il arrivait discrètement et s'asseyait près de l'étal. Parfois, Hariba lui offrait du thé. Parfois, elle lui donnait du pain ou du jus de fruits. Même les jours de vaches maigres et de pénurie alimentaire, elle partageait ce qu'elle avait. Nombreux étaient ceux qui continuaient de se moquer du vieil homme. Mais Monsieur Joe ne disputait jamais avec personne. Il restait simplement assis tranquillement près de l'étal, observant Hariba servir les clients avec patience et gentillesse. Et bien qu'Hariba ne le sût pas encore, l'homme discret en fauteuil roulant l'observait avec la même attention, car le monde le prenait pour un mendiant sans ressources. Mais la vérité sur Monsieur Joe était insoupçonnée par tous ceux qui tenaient ce stand de bord de route. Au fil des jours, Monsieur Joe devint une figure familière près du stand d'Hariba. Il ne causa jamais de problème et ne mendia jamais bruyamment comme les autres mendiants de rue. La plupart du temps, il restait assis tranquillement dans son fauteuil roulant, observant le petit groupe de personnes qui se rassemblaient chaque matin autour de l'étal. Hariba le traitait avec le même respect que tous ses clients. À chaque fois qu'il arrivait, elle le saluait poliment et lui offrait quelque chose à manger. Parfois, c'était du thé et du pain. D'autres fois, c'était du jus de fruits si elle en avait préparé ce jour-là. Un matin, l'activité fut particulièrement calme. Plusieurs clients habituels étaient absents. Et les rares passants étaient pressés. À midi, Hariba avait très peu vendu. La maigre somme d'argent qu'elle avait dans son récipient ne suffisait même pas à couvrir la somme quotidienne que Maman Lou attendait d'elle. Hariba savait que si elle rentrait avec trop peu d'argent, sa belle-mère l'accuserait de le cacher. Pourtant, lorsque Monsieur Joe arriva cet après-midi-là, elle le salua comme d'habitude. Mais ce jour-là, le vieil homme paraissait plus faible qu'auparavant. Ses épaules étaient légèrement voûtées et ses mains tremblaient tandis qu'il poussait le fauteuil roulant vers l'étal. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, » dit-il à voix basse. Hariba marqua une pause. Elle baissa les yeux vers la table devant elle. Il ne restait plus qu'une seule assiette de nourriture. C'était le repas qu'elle s'était préparé, car elle n'avait rien mangé depuis le petit matin. Pendant quelques secondes, elle resta silencieuse. Puis, elle lui tendit doucement l'assiette. « Mangez, je vous en prie, » dit-elle. Monsieur Joe parut surpris. « Vous me donnez encore votre nourriture ?» demanda-t-il lentement. Hariba acquiesça. « Je peux cuisiner plus tard, » répondit-elle calmement. Monsieur Joe la regarda attentivement avant de commencer à manger. Son regard était pensif, comme s'il observait en silence la jeune femme qui se tenait devant lui. Malheureusement, quelqu'un d'autre les observait également. De l'autre côté de la rue, Ajoba s'était arrêtée un instant en rentrant de chez une amie. Quand elle vit Hariba donner à manger au mendiant infirme, son visage se crispa aussitôt d'irritation. Au lieu d'éprouver de la compassion, Ajoba ressentit de la colère. Elle fit demi-tour brusquement et rentra chez elle en hâte. Quand Hariba ferma enfin son étal ce soir-là et rentra chez elle, Mamalu l'attendait déjà dans la cour. Son visage était sombre, empli de colère. « J'ai entendu quelque chose d'intéressant aujourd'hui, » dit froidement Mamalu. Hariba a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé à voix basse. Maman lui s'est avancée. « Ils disent que tu nourris un mendiant crasseux avec la nourriture que tu vends. » Hariba essaya d'expliquer calmement. Il avait faim. Il n'avait rien à manger. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Mamalu la gifla. « La nourriture n'est pas gratuite, » cria Mamalu. « Vous croyez gérer une œuvre de charité ?» Ajoba, qui observait la scène avec satisfaction, se tenait à proximité. « Elle lui donne à manger presque tous les jours, » ajouta-t-il. « Parfois, même le pain qu'elle vend aux clients. » Mama lui a saisi un manche à balai et a frappé Hariba à plusieurs reprises. « Si tu veux tant aider les mendiants, » a-t-elle crié. « Alors va vivre avec eux. » Ce soir-là, Mama lui instaura une nouvelle règle. Désormais, Hariba devait rapporter une somme d'argent fixe chaque soir. Si elle revenait avec moins, elle serait punie. Cette règle rendait la situation d'Hariba encore plus difficile. Mais malgré la douleur et l'humiliation, Hariba ne changea pas de comportement. La fois suivante où Monsieur Joe se présenta à l'étal, elle le salua avec la même gentillesse. Car Hariba comprenait quelque chose que les autres ignoraient. Elle savait ce que c'était que d'avoir faim.
Elle savait qu'abandonner une personne dans le besoin ne ferait qu'assombrir le monde. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces simples gestes de bonté étaient remarqués par quelqu'un qui l'observait discrètement. Et bientôt, ces observations silencieuses allaient bouleverser sa vie d'une manière inattendue. La vie d'Ariba continuait de suivre le même rythme difficile. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait du thé et du pain, puis ouvrait son petit étal en bord de route. Les clients allaient et venaient, certains amicaux, d'autres silencieux. Mais la plupart la reconnaissaient désormais comme la jeune femme travailleuse qui saluait toujours poliment tout le monde. Un après-midi, un événement inhabituel se produisit. Une luxueuse Jeep noire s'arrêta sur le bord de la route, près de l'étal d'Ariba. C'était le genre de véhicule qu'on voyait rarement dans ce quartier. Plusieurs commerçants alentour interrompirent leurs activités et observèrent avec curiosité la portière s'ouvrir. Un homme grand et élégant en sortit. Ses vêtements étaient élégants et son allure respirait l'assurance et l'autorité. Il s'approcha calmement de l'étal d'Ariba et commanda une bouteille de jus de fruits. Ariba le salua poliment, comme elle le faisait avec tous ses clients. « Bonjour monsieur. Je vous en prie. » Elle lui tendit le verre et attendit respectueusement qu'il l'ouvre. Mais au lieu de se concentrer sur le jus, l'homme ne cessait de jeter des coups d'œil sur le côté de l'étal. Il regardait monsieur Joe. Pendant plusieurs secondes, l'homme fixa le vieux mendiant avec une surprise manifeste, comme s'il le reconnaissait mais n'en croyait pas ses yeux. Monsieur Joe resta calme et ne dit rien. L'homme termina lentement son jus, tout en observant le mendiant. Puis il paya sa boisson et retourna à sa voiture sans poser de questions. Quelques instants plus tard, la Jeep noire s'éloigna. Ariba n'y prêta guère attention. Pour elle, cet homme n'était qu'un client de passage. Mais la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Plus tard dans la soirée, deux hommes inconnus se présentèrent séparément au stand. Le premier commanda un thé et posa des questions anodines. « Depuis combien de temps vendez-vous ici » demanda-t-il. « Presque 1 an, » répondit Ariba. « Et le mendiant assis là » poursuivit l'homme. « Vient-il souvent » ? « Oui, » répondit Ariba honnêtement. « Il vient presque tous les jours. » L'homme hocha la tête, pensif, avant de partir. Peu après, un autre inconnu arriva. Celui-ci acheta du pain et posa des questions sur la vie d'Ariba. « Vous habitez dans le coin » demanda-t-il. « Oui » répondit-elle. « Et vous aidez cet homme même quand les affaires sont calmes » Ariba parut un peu perplexe, mais répondit sincèrement. « Si quelqu'un a faim, il n'est pas juste de l'ignorer, » dit-elle. L'inconnu l'observa un instant, puis la remercia discrètement et s'en alla. Ariba l'ignorait. Mais ces hommes n'étaient pas des clients ordinaires. Il s'agissait d'enquêteurs envoyés par quelqu'un qui avait discrètement observé sa gentillesse. Pendant ce temps, Monsieur Joe restait assis dans son fauteuil roulant, observant attentivement les alentours. Plus tard dans la soirée, après la fermeture du stand et le retour au calme sur la route, il regarda dans la direction où la Jeep noire avait disparu. Un léger sourire pensif effleura son visage. Le plan qu'il avait secrètement préparé commençait enfin à se concrétiser. Mais Ariba n'en savait toujours rien. Pour elle, la vie restait une lutte constante pour la survie. Elle ignorait que la simple bonté dont elle faisait preuve chaque jour attirait peu à peu l'attention de personnes influentes. Et bientôt, un événement inattendu allait se produire, faisant disparaître à jamais la mystérieuse vieille mendiante. Le lendemain matin, Ariba se réveilla comme d'habitude. Elle prépara le thé, coupa le pain et disposa soigneusement les petites bouteilles de jus de fruits sur sa table en bois. À l'arrivée des premiers clients, elle les salua poliment et les servit comme à son habitude. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Monsieur Joe n'était pas arrivé. Au début, Ariba ne s'inquiéta pas. Parfois, le vieil homme arrivait plus tard dans l'après-midi. Elle continuait de servir les clients tout en jetant de temps à autre un coup d'œil vers la route, s'attendant à voir le fauteuil roulant familier s'approcher lentement. Les heures passèrent. Monsieur Joe ne se présenta toujours pas. En fin d'après-midi, Ariba commença à s'inquiéter. Elle s'était habituée à voir le vieil homme tous les jours. Même s'il parlait peu, sa présence discrète était devenue une habitude quotidienne. Ce soir-là, en fermant son étal, elle jeta un dernier coup d'œil au bout de la rue. Le fauteuil roulant n'apparut jamais. Le lendemain, elle attendit de nouveau. Mais Monsieur Joe était toujours introuvable. Ariba commença à interroger les passants pour savoir s'ils l'avaient vu. Elle s'adressa d'abord à Kojo, le chauffeur de bus qui achetait souvent du thé à son étal. « Avez-vous vu le vieil homme assis ici » demanda-t-elle. Kojo secoua la tête. « Non » répondit-il. «
Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Elle interrogea alors une vendeuse de légumes de l'autre côté de la rue. Ce mendiant, dit la femme. Il a peut-être déménagé. Les gens comme lui errent toujours. Mais Ariba n'était pas convaincu. Monsieur Joe ne s'était jamais éloigné auparavant. Il revenait toujours au même endroit. Les jours passèrent et son inquiétude grandit. Le 4e jour sans le voir, Ariba, après avoir fermé son étal, fit quelques pas le long de la route. Elle scruta attentivement les alentours, espérant le trouver se reposant non loin de là. Mais le fauteuil roulant était introuvable. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, Ajoba remarqua immédiatement son air soucieux. « Pourquoi as-tu l'air si sérieuse ?» demanda-t-il avec un sourire moqueur. Ariba hésita avant de répondre. « Je n'ai pas vu Monsieur Joe depuis plusieurs jours, » dit-elle doucement. Ajoba éclata de rire. « Ton ami mendiant, » dit-elle. « Peut-être qu'il est enfin mort. » Ariba ne répondit rien. Mamalu surprit la conversation et entra dans la pièce. « Bien, » dit-elle froidement. « Cela signifie que vous cesserez de gaspiller de la nourriture pour des inconnus inutiles. » Ariba baissa la tête et resta silencieuse. Mais intérieurement, elle se sentait mal à l'aise. Monsieur Joe avait toujours paru calme et réfléchi. Sa disparition avait quelque chose d'étrange. Le 7e jour après sa disparition, Ariba disposait des tasses sur sa table lorsqu'un homme en costume s'approcha de l'étal. Il ne commanda rien. Au lieu de cela, il lui tendit poliment une enveloppe brune. « On me l'a donnée pour vous, » dit l'homme. Ariba parut perplexe. « Pour moi ?» demanda-t-elle. L'homme acquiesça. « Oui. Vous aviez pour instruction de la recevoir en personne. » Après avoir remis l'enveloppe, l'homme est parti aussitôt. Ariba est restée silencieuse un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un court message était écrit sur une carte blanche immaculée. « Venez à la Maison Blanche avant 13 heures. N'en parlez à personne. » Ariba fixa le message, incrédule. La Maison Blanche était l'une des demeures les plus luxueuses de toute la ville. Seules les personnes riches et influentes y résidaient. Elle n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier auparavant. Pendant plusieurs minutes, elle hésita à ignorer le message. Mais au fond d'elle-même, elle ressentait un étrange lien entre l'invitation et la disparition de Monsieur Joe. La curiosité et l'inquiétude finirent par la pousser à prendre une décision. Le lendemain, elle se rendrait à la Maison Blanche pour découvrir la vérité. Ariba était loin de se douter que la rencontre qui l'attendait bouleverserait sa vie. Le message contenu dans l'enveloppe la hantait toute la nuit. Elle n'arrêtait pas d'y penser. Les instructions étaient simples mais mystérieuses. Venez à la Maison Blanche avant 13 heures. N'en parlez à personne. Ariba avait déjà entendu parler de la Maison Blanche. Elle était réputée comme l'une des demeures les plus luxueuses de la ville, appartenant à de riches hommes d'affaires et à des personnalités influentes. Les gens ordinaires n'avaient généralement aucune raison de s'y rendre. Au début, elle se demanda si le message n'avait pas été remis à la mauvaise personne. Mais l'homme qui avait déposé l'enveloppe l'avait clairement appelé par son nom. Le lendemain matin, Ariba ouvrit son étal comme d'habitude. Elle servit du thé et du pain à ses clients habituels et tenta de se concentrer sur son travail. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la mystérieuse invitation. À midi, elle ferma son étal plus tôt que d'habitude. Elle mit le reste du pain dans un petit récipient et verrouilla soigneusement son étal en bois. Puis elle entreprit le long voyage vers la Maison Blanche. En parcourant la ville, les bâtiments devenaient plus grands et plus élégants. Les rues étaient plus propres. Et les maisons semblaient bien plus luxueuses que tout ce qu'elle avait vu auparavant. Finalement, elle arriva devant les hautes grilles de la Maison Blanche. 2 gardes du corps se tenaient près de l'entrée. Ariba hésita un instant avant de s'approcher d'eux. « J'ai reçu une invitation », dit-elle respectueusement. Un des gardes la dévisagea attentivement. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Ariba », répondit-elle. Le garde consulta aussitôt une liste sur une petite tablette qu'il tenait à la main. Après un instant, il hocha la tête. « Oui, on vous attend. » Ariba fut surprise. Les gardes ouvrirent le portail et la laissèrent entrer. À l'intérieur de l'enceinte, tout paraissait organisé et professionnel. Plusieurs voitures de luxe étaient garées près du bâtiment. Les employés vaquaient à leurs occupations en silence. Une femme en uniforme s'approcha d'Ariba. « Veuillez me suivre », dit-elle poliment. Ariba s'avança sans poser de questions. Ils traversèrent de larges couloirs au sol ciré et aux murs impeccables. L'endroit était calme et ordonné. Un contraste saisissant avec les rues bondées près de son étal. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une grande porte en bois. La femme se tourna vers Ariba. «
La personne qui vous a invité est à l'intérieur, dit-elle. Puis elle frappa doucement et s'écarta. Ariba poussa lentement la porte. Dès qu'elle entra dans la pièce, elle se figea. Quelqu'un était assis dans un fauteuil roulant de l'autre côté de la pièce. Un instant, elle crut rêver. Mais il n'y avait pas d'erreur. C'était bien Monsieur Joe. Pourtant, quelque chose chez lui semblait complètement différent. Ses cheveux étaient soigneusement coupés. Sa barbe était impeccable et ses vêtements élégants. Le fauteuil roulant dans lequel il était assis semblait brillant et coûteux. Rien à voir avec l'ancien qu'il utilisait près de son étal. Ariba le fixa, abasourdi. « Monsieur Joe ?» dit-elle doucement. L'homme la regarda calmement. Il resta silencieux un instant, puis prit la parole. « Je ne m'appelle pas Monsieur Joe », dit-il doucement. La confusion d'Ariba s'accentua. L'homme poursuivit son discours. « Mon vrai nom est Monsieur Coffey. » Ariba sentit son cœur s'emballer. L'homme assis en face d'elle n'était manifestement pas le mendiant désemparé qu'elle avait connu. Tout en lui respirait désormais la richesse, l'assurance et l'autorité. Monsieur Coffey désigna une chaise en face de lui. « Veuillez vous asseoir, Ariba », dit-il calmement. Ariba obéit lentement. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Mais une chose était claire pour elle. Le mendiant silencieux qu'elle nourrissait depuis des semaines cachait un secret bien plus lourd que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et la vérité qu'il allait lui révéler allait bouleverser sa vie à jamais. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Monsieur Coffey se pencha alors légèrement en avant. « Vous devez être très confus, » dit-il calmement. Ariba hocha lentement la tête. « Oui, » admit-elle. « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Monsieur Coffey esquissa un sourire, comme s'il s'attendait à cette réaction. « L'homme que vous connaissiez sous le nom de Monsieur Joe n'était qu'un déguisement, » expliqua-t-il. « Mon vrai nom est Coffey Mensah. Je suis propriétaire de plusieurs entreprises, hôtels et écoles à travers le pays. » Ariba le regarda avec incrédulité. La mendiante discrète qui avait accepté du thé et du pain à son étal parlait maintenant comme un homme d'affaires influent. Monsieur Coffey poursuivit. « Chaque année, je fais une expérience personnelle, » a-t-il déclaré. « Je me déguise en personne pauvre et démunie. Ensuite, je me déplace dans différents quartiers de la ville pour observer comment les gens traitent quelqu'un qu'ils croient sans ressources. » Ariba écoutait attentivement, essayant encore de comprendre ses paroles. « Beaucoup de gens m'ignorent, » poursuivit-il. « Certains m'insultent. D'autres me chassent comme si je n'étais pas humain. » Il marqua une brève pause avant de la regarder droit dans les yeux. « Mais parfois, je rencontre des gens qui se comportent différemment. » Ariba baissa légèrement les yeux. « Tu m'as aidé alors que tu n'avais presque rien, » dit-il. « Tu m'as offert du thé et du pain même quand les affaires étaient au ralenti. Tu m'as respecté alors que les autres se moquaient de moi. » Ariba parla doucement. « Je ne t'ai donné à manger que parce que tu avais faim. » Monsieur Coffey acquiesça. « C'est précisément pour cela que vous m'avez impressionné, » répondit-il. Il désigna ensuite le fauteuil roulant. « Cette chaise faisait partie du déguisement, » expliqua-t-il. Puis, lentement, il posa les mains sur les accoudoirs et se leva. Ariba se redressa aussitôt, stupéfaite. « Vous pouvez marcher ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit calmement Monsieur Coffey. Ce mouvement confirma ce qu'elle soupçonnait. La faiblesse qu'elle avait déjà perçue était soigneusement feinte. Monsieur Coffey traversa lentement la pièce et s'arrêta près de la fenêtre. « Pendant des semaines, je vous ai observé attentivement, » dit-il. « Je ne suis pas le seul. Certains de mes collaborateurs sont également passés à votre stand et vous ont posé des questions. » Ariba s'est immédiatement souvenu des inconnus qui lui avaient parlé quelques jours auparavant. « Ils ont été envoyés par vous ?» a-t-elle demandé. « Oui », confirma-t-il. « Ils étaient là pour en apprendre davantage sur votre personnalité. » Monsieur Coffey se retourna vers elle. « Ils m'ont dit quelque chose d'intéressant, » poursuivit-il. « Ils ont dit que tu m'avais aidé même quand ta propre vie était difficile. Même après que ta belle-mère t'ait puni pour cela. » Ariba garda le silence. Monsieur Coffey l'observa un instant. « Beaucoup de gens ne font preuve de gentillesse que lorsqu'ils attendent quelque chose en retour, » dit-il. « Mais votre gentillesse venait du cœur. » Puis il retourna vers le fauteuil roulant et y posa la main. « C'est pourquoi je vous ai invité aujourd'hui. » Ariba était à la fois nerveuse et curieuse. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle à voix basse. Monsieur Coffey esquissa un sourire. « Il est temps maintenant que ta vie change, » répondit-il. Mais Ariba était loin d'imaginer à quel point ce changement serait radical. Elle restait silencieuse dans la grande pièce, essayant encore de comprendre tout ce que Monsieur Coffey venait de lui révéler. Quelques jours auparavant,
Elle servait du thé et du pain à l'homme qu'elle croyait être un mendiant sans ressources. À présent, elle se trouvait dans l'une des demeures les plus luxueuses de la ville, en pleine conversation avec un homme d'affaires influent. Monsieur Kofi regagna sa place et fit signe à Araba de se rasseoir. « Détendez-vous, dit-il calmement. Vous n'avez rien à craindre. » Araba s'assit lentement, bien que son cœur battît encore la chamade. « Pendant de nombreuses années, poursuivit Monsieur Kofi, j'ai cru que le vrai caractère ne se révélait que lorsque les gens pensaient être seuls au monde. » Il expliqua avoir mené des expériences similaires dans différents quartiers de la ville, se déguisant parfois en mendiant. Parfois, il faisait semblant d'être un ouvrier en difficulté. La plupart des gens échouent au test, disait-il honnêtement. Certains m'insultent. Certains essaient de me voler. D'autres font semblant de ne pas me voir. Il marqua une pause avant de reprendre. Mais parfois, je rencontre quelqu'un dont la gentillesse est sincère. Araba baissa les yeux modestement. Je n'ai rien fait de spécial, dit-elle doucement. Monsieur Kofi secoua la tête. Vous avez donné votre propre nourriture à quelqu'un que vous croyez démuni, répondit-il. Même si cela a causé des problèmes chez vous. Il appuya ensuite sur un bouton d'un petit appareil posé sur la table à côté de lui. En quelques secondes, la grande porte s'ouvrit et 2 assistants entrèrent dans la pièce, portant une petite tablette et plusieurs documents. L'un d'eux déposa la tablette sur la table et tourna l'écran vers Araba. Plusieurs clips vidéo ont commencé à défiler sur l'écran. Araba a immédiatement reconnu les scènes. Il s'agissait d'enregistrements réalisés en bord de route, près de son étal. Dans une vidéo, elle servait du thé à Monsieur Joe. Dans une autre, elle lui tendait son assiette. Un autre extrait montrait Mamalu lui criant dessus dans la cour après qu'Ajoba l'eut dénoncé. Araba était gênée. « Vous avez tout enregistré ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit Monsieur Kofi. Il était important pour moi de voir la vérité clairement. Les assistants quittèrent discrètement la pièce après avoir récupéré la tablette. Monsieur Kofi se releva alors. « Je crois que les gens comme toi méritent des opportunités, » dit-il. Il se dirigea vers la porte et fit signe à Araba de le suivre. « Viens avec moi, » dit-il. Ils traversèrent le grand bâtiment et sortirent par l'entrée principale. Dehors, plusieurs véhicules de luxe les attendaient. Araba hésita. « Je ne comprends pas où nous allons, » dit-elle. Monsieur Kofi sourit calmement. « Vous verrez, » répondit-il. Il ouvrit la portière d'un des véhicules et l'invita à monter. Peu après, le petit convoi se mit en route à travers la ville. Quelques minutes plus tard, les véhicules s'arrêtèrent devant un grand bâtiment moderne aux larges baies vitrées et aux portes élégantes. Araba leva les yeux vers le bâtiment, perplexe. Puis elle remarqua le grand panneau placé au-dessus de l'entrée. On pouvait y lire clairement ces mots, « Le bar à jus d'Araba ». Araba fixa le nom, incrédule. Elle se tourna lentement vers Monsieur Kofi. « Je ne comprends pas, » dit-elle doucement. Monsieur Kofi plongea la main dans sa poche et en sortit un trousseau de clés. Puis il les lui déposa délicatement dans les mains. « Ce commerce vous appartient, » dit-il. Pendant quelques secondes, Araba resta muette. La jeune fille battue pour avoir partagé du pain se tenait désormais devant une entreprise florissante qui portait son nom. Sa vie allait basculer. Araba se tenait devant le grand bâtiment, les clés que Monsieur Kofi lui avait confiées à la main. Un instant, elle resta paralysée. Ses yeux restaient fixés sur l'enseigne au-dessus de l'entrée. Araba joue Saos. C'était irréel. Quelques jours auparavant, elle peinait à vendre du thé et du pain depuis un petit étal en bois. À présent, elle se tenait devant un immeuble commercial moderne portant son nom. Monsieur Kofi remarqua son hésitation. « Entre, » dit-il doucement. « C'est à toi. » Araba se dirigea lentement vers l'entrée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle déverrouilla la porte vitrée. Dès qu'elle entra, elle s'arrêta de nouveau. L'intérieur était magnifique et bien agencé. Des machines à jus modernes trônaient derrière un comptoir impeccable. Des chaises confortables et des tables cirées étaient disposées avec soin dans la pièce. Un éclairage vif illuminait l'ensemble de l'espace, conférant à l'établissement une allure accueillante et professionnelle. Plusieurs personnes se trouvaient déjà à l'intérieur du bâtiment. Un homme en costume impeccable s'avança et la salua respectueusement. « Bienvenue, Madame Araba, » dit-il. Elle parut surprise. « Je suis Daniel, » poursuivit l'homme. « Monsieur Kofi m'a demandé de vous aider à gérer cet endroit jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour le diriger vous-même. » Araba jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce, encore incrédule. « C'est vraiment à moi ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit Monsieur Kofi derrière elle.
Il pénétra plus profondément dans le bâtiment et poursuivit ses explications. J'ai déjà tout préparé, dit-il. Le matériel est neuf. Le personnel a été formé. L'entreprise est prête à démarrer ses activités immédiatement. Il désigna du doigt plusieurs employés qui se tenaient respectueusement à proximité. Ces gens vous aideront, ajouta-t-il. Vous n'aurez pas à tout gérer seul. Araba sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant des années, elle avait vécu sous le joug constant des critiques et des punitions. On la traitait comme si ses efforts ne valaient rien. Et pourtant, à présent, on lui confiait une entreprise entière simplement parce qu'elle avait choisi la bienveillance. Monsieur Kofi remarqua sa réaction émue. Ne voyez pas cela comme de la charité, dit-il calmement. Voyez-le plutôt comme un investissement dans une personne qui a prouvé qu'elle comprend la valeur de la compassion. Il marqua une pause avant de reprendre. Le succès ne se mesure pas uniquement à l'argent. Il se mesure aussi à la façon dont nous traitons les autres. Araba hocha lentement la tête. Je ne vous décevrai pas, dit-elle sincèrement. Monsieur Kofi sourit. Je sais que vous ne le ferez pas. Au cours des semaines suivantes, Araba a commencé à apprendre à gérer l'entreprise. Daniel et les autres membres du personnel lui ont patiemment enseigné tout ce qu'elle devait savoir. Elle apprit à se servir des machines, à gérer les stocks et à servir les clients efficacement. La nouvelle de l'ouverture du bar à jus se répandit rapidement dans toute la ville. L'histoire de cette jeune femme qui vendait autrefois du thé au bord de la route attira la curiosité de nombreux habitants. Même Mamalu et Ajoba finirent par entendre la nouvelle. Au début, ils refusèrent d'y croire. Mais bientôt, la vérité leur parvint. La jeune fille qu'ils avaient jadis insultée et punie était devenue propriétaire de l'un des bars à jus les plus réputés de la ville. Et l'histoire d'Araba ne faisait que commencer. Car le succès qu'elle venait d'acquérir lui donnerait bientôt l'occasion d'aider de nombreuses autres personnes confrontées aux mêmes difficultés qu'elle avait connues. L'ouverture du bar à jus d'Araba est rapidement devenue l'un des événements les plus commentés de la ville. La jeune femme dont le nom s'affichait désormais fièrement au-dessus de l'entrée de ce magnifique commerce suscitait la curiosité. Nombreux étaient les clients venus simplement pour découvrir les lieux. Certains avaient entendu dire que la propriétaire vendait du thé au bord de la route. D'autres racontaient qu'un homme d'affaires influent l'avait aidé après avoir été témoin de sa bonté. Mais ceux qui rencontrèrent Araba comprirent vite une chose importante. Le succès n'avait pas changé son caractère. Même si elle possédait désormais une entreprise moderne avec du personnel qualifié et des machines coûteuses, Araba accueillait toujours les gens de la même manière qu'à son étal en bord de route. « Bienvenue », disait-elle poliment. « Entrez, je vous prie. » Elle traitait chaque visiteur avec respect, qu'il soit riche ou pauvre. En quelques semaines, l'entreprise connut une croissance rapide. Les clients appréciaient la fraîcheur des jus, la propreté des lieux et l'accueil chaleureux. Monsieur Kofi venait parfois s'assurer que tout allait bien et repartait toujours satisfait. « Vous gérez très bien », lui avait-il dit lors d'une visite. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Mais Araba n'a jamais oublié sa vie d'avant. Elle se souvenait des jours où elle peinait à s'acheter du pain. Elle se souvenait de la douleur d'avoir été insultée pour avoir aidé une personne affamée. Forte de ses souvenirs, elle prit une décision importante. Chaque soir après la fermeture du magasin, le personnel emballait le pain restant et préparait du thé pour les personnes sans ressources. Des hommes et des femmes sans abri commencèrent à se rassembler près de la boutique, sachant qu'Araba ne les refuserait jamais. Bientôt, dans toute la ville, on parla de cette jeune femme d'affaires qui nourrissait les pauvres tous les soirs. Un après-midi, un événement inattendu se produisit. Deux silhouettes familières s'avancèrent lentement vers l'entrée du bar à jus. C'étaient Mamalu et Ajoba. Leur assurance avait disparu. Les expressions de fierté qu'ils arboraient autrefois avaient disparu. Lorsqu'Araba les vit, elle s'arrêta un instant. Les souvenirs de son douloureux passé lui revinrent brièvement en mémoire. Les insultes. Les punitions. La nuit où elle s'était couchée le ventre vide. Maman lui baissa la tête. « Nous avons entendu parler de votre succès, » dit-elle doucement. Ajoba se tenait à côté d'elle, silencieux. Un silence s'installa. Puis Maman lui reprit. « Nous ne vous avons pas bien traité, » admit-elle. « Nous sommes venus vous demander pardon. » Araba les observa attentivement. Pendant des années, elle avait imaginé ce que ce serait de les revoir. Elle avait autrefois cru que si ce moment arrivait, elle ressentirait de la colère. Mais à présent, occupée à ses affaires, elle éprouvait autre chose. Elle parla doucement. « L'amertume ne servira à rien, » dit Araba. Puis elle demanda à un employé d'apporter 2 verres de jus de fruits frais et les déposa sur la table devant Mamalu et Ajoba. « Vous êtes les bienvenus, » dit-elle simplement.
Ce moment devint l'une des leçons les plus marquantes du voyage d'Araba. Les ouvriers la regardaient, incrédules, tandis qu'elle servait calmement du jus de fruits à Mamalu et à Joba. Certaines échangèrent des regards gênés, visiblement mal à l'aise face à la scène. Elles avaient déjà entendu le récit de la façon dont ces deux femmes l'avaient traitée par le passé. Et pour elles, cela clochait. Quelques ouvriers murmuraient entre eux, se demandant pourquoi Araba faisait preuve de bonté envers ceux qui lui avaient causé tant de souffrance. Daniel, incapable de dissimuler son inquiétude, s'avança. « Madame Araba, dit-il respectueusement, pourquoi aidez-vous des gens qui vous ont tant blessé? Après tout ce qu'ils vous ont fait, ils ne méritent pas cette bonté. » Araba le regarda calmement, d'une voix douce et posée. « Daniel, répondit-elle. Dieu nous enseigne à nous pardonner les uns les autres. » Elle marqua une brève pause avant de reprendre. « Je leur ai pardonné dans mon cœur. Mais pardonner ne signifie pas que je doive retourner à cette souffrance. Je ne leur permettrai plus jamais de vivre avec moi. Mais je choisis de ne pas nourrir de haine. » Puis elle ajouta doucement, comme le dit la Bible, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, verset 32, un silence s'installa. À cet instant, chacun comprit que la force d'Araba ne venait pas de la richesse, mais d'un cœur qui avait appris à pardonner sans oublier la sagesse. La jeune fille qui avait été punie pour avoir nourri un étranger affamé avait désormais bâti une vie assez forte pour pardonner à ceux qui l'avaient blessée. Son histoire se répandit dans toute la ville et inspira de nombreuses personnes. Car la vie d'Araba prouva quelque chose d'important. La gentillesse n'est jamais vaine. Parfois, le plus petit geste de compassion peut ouvrir des portes insoupçonnées. Et parfois, la personne que vous aidez en secret est celle qui changera votre destin à jamais. Après avoir fini leur jus, Mamalou et Ajoba regardèrent Araba et dirent avec hésitation. « Nous aimerions rester ici pour la nuit et partir demain. » Araba resta calme, le visage impassible. « Je suis désolée, » répondit-elle doucement. « Mais ce ne sera pas possible. » Les deux femmes échangèrent un regard, visiblement déçues. Après un bref silence, Ajoba reprit la parole. « Pouvez-vous au moins nous donner un peu d'argent ?» Araba secoua légèrement la tête. « Je ne vous donnerai pas d'argent, » dit-elle fermement, mais sans colère. « Je peux vous offrir à manger ou à boire, rien de plus. » Un silence s'installa. Puis Araba se tourna vers l'un des ouvriers. « Veuillez les raccompagner dehors, » dit-elle. Les employés guidèrent respectueusement Mamalou et Ajoba hors du bâtiment. Tandis qu'elle partait, il devint évident que si Araba avait choisi le pardon, elle avait aussi choisi la sagesse, refusant de se laisser à nouveau exploiter par ceux qui l'avaient jadis blessée. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, accueillez ces prières de Dob Folktal. Que la même grâce qui a touché Araba dans son épreuve vous accompagne où que vous soyez aujourd'hui. Si votre vie a été marquée par les difficultés, le rejet ou la souffrance silencieuse, puisse Dieu voir votre bonté et vous récompenser au-delà de toute espérance. Que chaque acte de bonté accompli en secret soit reconnu au ciel. Même lorsque l'on s'est moqué de vous, que l'on vous a incompris ou que l'on vous a traité injustement, que le Tout-Puissant transforme vos larmes en témoignages et vos épreuves en victoires inattendues. Si vous avez un jour offert votre dernier repas à un nécessiteux, aidé un inconnu sans rien attendre en retour, ou fait preuve de bonté dans les moments difficiles, que Dieu vous ouvre des portes que nul ne saurait fermer. Que les opportunités se présentent à vous au moment opportun et vous élèvent vers une nouvelle ère de paix, de stabilité et de joie. Que toute voix qui vous a insulté soit réduite au silence par le succès que Dieu vous accordera. Que ceux qui ont douté de vous soient témoins du miracle de votre ascension. Tout comme la bonté d'Araba a changé son destin, puisse votre compassion attirer des bénédictions qui transformeront votre vie et celle de votre famille. Je prie pour que, quelle que soit la gravité de votre situation actuelle, Dieu vous envoie des personnes bienveillantes. Puissiez-vous toujours trouver des personnes prêtes à vous soutenir, vous guider et vous épauler dans les moments difficiles. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, que Dieu leur accorde des bienfaits inattendus. Pour ceux qui souffrent moralement, que Dieu leur redonne des forces et guérisse leur cœur meurtri. Et pour ceux qui se sentent oubliés du monde, que Dieu leur rappelle qu'il voit chaque sacrifice et chaque bonne action. Que ta bonté te soit rendue au centuple. Que ta maison soit emplie de paix, ton travail de succès et ton avenir d'espoir. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé Dob Folktal. Que la bienveillance, la compassion et les faveurs inattendues vous accompagnent où que vous alliez. Au revoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.